Nous partons pour Wall Street, à New York, car c'est la locomotive de la finance mondiale. Millions of dollars made and lost here every day. Is money the number one goal? Yes. Wall Street, ce n'est pas juste une rue de New York, c'est le cœur battant de l'économie américaine. Aujourd'hui, la valeur totale des entreprises cotées à la bourse de New York atteint 28 000 milliards de dollars. C'est plus que le PIB de nombreux États. Wall Street est plus que jamais, vous le savez, le baromètre avec lequel il faut compter. À elle seule, elle influence la vie de millions d'Américains, du salarié au PDG, en passant par le retraité. Wall Street, c'est bien sûr le symbole de pouvoir que nous ont vendu les films, avec des traders euphoriques, de la corruption, des salles de marché chaotiques et de l'argent qui coule à flot. Un monde impitoyable où la cupidité de quelques-uns a pu créer les plus grandes crises de l'histoire. They're calling it the Monday Massacre. Just came from inside and it looks like a madhouse. Mais derrière ces grands symboles, Wall Street est avant tout une machine indispensable qui a fait des États-Unis la première puissance mondiale et qui continue de faire tourner l'économie américaine. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire fascinante de la bourse américaine pour comprendre comment Wall Street a façonné les États-Unis. Le Stock Exchange, la bourse de New York, où des millions de dollars d'actions changent de main d'un moment à l'autre. Pour comprendre Wall Street, il faut d'abord savoir ce qu'est la bourse, parce que malheureusement c'est un mot que l'on connaît tous, mais très peu de gens comprennent vraiment son fonctionnement. Alors oui, on va pas se mentir, la finance, ça peut sembler compliqué. Et d'ailleurs, même moi, avant de commencer d'écrire cette vidéo, il y a plein de sujets sur lesquels j'étais un peu perdu. Mais je me suis rendu compte qu'après avoir compris les concepts de base, en fait, c'était pas si difficile. D'ailleurs, vous verrez qu'aux États-Unis, c'est un sujet qui fait beaucoup plus partie du quotidien, mais en Europe, on n'en est pas encore là. Donc pour que tout le monde puisse comprendre cette vidéo, j'ai demandé de l'aide à Mathias Bacchino, un ancien trader qui est maintenant directeur Europe de la banque Trade Republic. Trade Republic m'ont proposé de sponsoriser cette vidéo et j'ai accepté, car justement j'aime beaucoup leurs efforts pour démocratiser l'épargne et l'investissement. J'en profite pour les remercier de soutenir mon travail. Alors en fait, la bourse, c'est juste l'endroit où l'argent des gens peut trouver des projets dans lesquels investir. C'est aussi simple que ça. La bourse, c'est comme un Tinder entre des épargnants et des projets. Une entreprise, quand elle veut se développer, elle a deux solutions pour attirer de l'argent. Parce qu'une entreprise, son carburant, c'est de l'argent qu'elle utilise pour grandir. Elle peut soit vendre un petit bout de l'entreprise, c'est une action, c'est un titre de propriété, c'est pour ça qu'on appelle ça un titre d'ailleurs, une action. Une action, c'est un petit bout d'une entreprise. C'est comme aujourd'hui, vous avez la possibilité d'acheter à plusieurs un appartement ou une maison par exemple, et bien vous avez la possibilité d'acheter par des millions de gens une entreprise, petit bout par petit bout, c'est ce qu'on appelle des actions. Common stock investments have helped to make our country prosperous and powerful. Owning a share in American industry is like owning a share in the future of our nation. Et sinon, elle peut simplement emprunter de l'argent, soit à la banque, comme n'importe quel particulier, soit aux gens. Et ça s'appelle une obligation. Une obligation, c'est simplement prêter de l'argent à une entreprise qui est obligée, contractuellement, c'est l'obligation, de te rembourser au bout d'un moment. So why not put your money to work? Put my money to work? That's right, Mr. Finchley. You can own a share of American business. There are over 1,200 companies listed on the New York Stock Exchange. À Wall Street, il existe donc la bourse de New York, j'y reviendrai un peu plus tard, mais il existe aussi la bourse de Londres, de Paris, de Tokyo. En fait, ce sont un peu comme des grands magasins, soit physiques soit en ligne, qui vendent des marchandises différentes. En l'occurrence, à Paris, on peut acheter des parts de Renault, et à New York, on peut acheter des parts de Ford, par exemple. The New York Stock Exchange is the nation's marketplace, where listed securities are bought and sold through brokers representing buyers and sellers. Le problème, c'est qu'on pense souvent que la finance, ça ne nous concerne pas, à moins d'être un type en costume avec une mallette. Mais en réalité, la bourse est essentielle pour comprendre le monde moderne. Si vous êtes un salarié d'une grande entreprise, si vous avez un compte bancaire avec un peu d'argent de côté, ou une assurance vie, vous participez au marché boursier sans le savoir. Ce qu'il se passe à Wall Street vous concerne aussi. L'immense majorité des Français possèdent des obligations, sans le savoir, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le fonds en euros des contrats d'assurance vie, qui est le placement le plus mis en avant par les banques et les assureurs, parce que c'est un placement qui est assez rémunérateur pour les banques et les assureurs en termes de frais. Ben, le fonds en euros, en fait, c'est juste un grand portefeuille d'obligations. Bon, bien évidemment, les Américains n'ont pas inventé la bourse. L'idée de grands marchés ouverts pour y échanger des biens ou des titres de dette existait déjà à l'époque de l'Antiquité, par exemple. Mais c'est à Bruges, en Belgique, qu'est né le principe de bourse tel qu'on le connaît aujourd'hui. Au XIVe siècle, les marchands, principalement italiens et baltes, se retrouvaient devant l'auberge de la famille Van der Beurs pour échanger des biens et de l'argent.
Les aubergistes se servaient d'intermédiaires entre les vendeurs et les acheteurs, jusqu'à faire de la place un véritable centre financier. Vous l'avez compris, c'est de ce nom de famille que vient le mot bourse. Mais revenons aux États-Unis, dans le pays qui allait bientôt créer la plus grande bourse du monde, sur Wall Street justement. Wall Street, à la base, c'est juste une rue au sud de Manhattan, qui existe depuis l'arrivée des premiers colons néerlandais au XVIIe siècle. À l'époque, la colonie s'appelait la Nouvelle-Amsterdam. Sur cette rue, on trouvait justement un long mur qui longeait la frontière nord de la colonie pour se protéger des Britanniques ou des Amérindiens. Quand les Britanniques ont finalement pris le contrôle de la ville, le mur servait de fortification pour se protéger des autochtones avant d'être détruit, et la rue où il se trouvait a été nommée Wall Street, la rue du mur. Bon, je vois venir les commentaires. Beaucoup en Europe pensent que Wall Street fait référence aux Wallons, mais en fait c'est une légende urbaine qui s'est propagée dans les années 90, aucune source historique ne peut le prouver. Wall Street, le mot Wall évoquant la muraille construite il y a 300 ans par les premiers colons pour se protéger contre les Indiens. À partir de 1711, on trouvait sur Wall Street le premier marché aux esclaves de la ville, et au fil du temps, la rue est devenue une zone de commerce importante, où les marchands se retrouvaient déjà pour échanger des actions d'entreprise, plus particulièrement sous un platane qui était planté au niveau de 68 Wall Street, devenu un lieu de rendez-vous pour les courtiers, même si cela restait encore informel, sans règles particulières. Les courtiers, ce sont les gens qui font l'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs, et qui sont payés à la commission. So it was here on the streets of Manhattan, amid the courtly manners of that bygone day, that many of the first stock issues in America's biggest industries were bought and sold. On peut considérer que la bourse de New York est réellement née en 1792, quand 24 courtiers signent les accords de Bretton Woods, les accords du platane donc. Beaucoup le considèrent comme le document le plus important de l'histoire de la finance américaine, puisqu'il établit des règles de base pour échanger des actions, il établit des commissions fixes et crée donc officiellement un marché, alors que le pays venait de vivre sa première panique financière. Le but est simple, créer un petit groupe de courtiers de confiance pour pouvoir échanger des actions en toute sécurité. C'est autour de la même époque que Alexander Hamilton, surnommé le père du système financier américain, a mis en place des obligations pour aider à rembourser cette dette colossale accumulée pendant la guerre d'indépendance. Un autre produit financier que l'on peut acheter à Wall Street et dont on n'avait pas encore parlé. Les États, ils ont plusieurs sources de financement pour avoir de l'argent pour l'État pour investir. Soit l'État prend des impôts, c'est ce que font l'ensemble des États du monde quasiment, soit l'État peut emprunter de l'argent. Et un État, tout simplement, tu vas lui prêter de l'argent en échange d'un loyer, et on a l'habitude de dire que c'est l'une des épargnes les plus sécurisées possibles, surtout quand tu prêtes de l'argent, par exemple, aux États-Unis, qui sont considérés comme étant l'économie, le pays le plus solide du monde. United States Saving Bonds, the most important investment any American can make. Dès la naissance des États-Unis, les investisseurs privés participaient déjà à financer le pays, et la prospérité de l'économie américaine était déjà intimement liée à Wall Street. À l'époque, ces 24 courtiers se retrouvaient dans un café, et ce café, c'est l'ancêtre de la bourse telle qu'on la connaît aujourd'hui. Alors que l'industrie américaine grandissait, la bourse grandissait elle aussi. Les courtiers laissent tomber le café et louent une salle qui deviendra officiellement la bourse de New York en 1817. À cette époque, les transactions se faisaient comme dans une vente aux enchères, le président se tenait sur un podium en annonçant chaque titre, et les courtiers répondaient en criant leur meilleure offre. Ils avaient tous une place désignée, et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on parle d'avoir un siège à Wall Street, lorsqu'on est un courtier membre de la bourse de New York. Mais finalement, avec l'industrialisation, puis la conquête de l'Ouest, de plus en plus d'entreprises entrent en bourse, principalement des entreprises de chemin de fer ou de métaux. Les États et les villes vendaient aussi des obligations pour financer la construction des routes ou des ponts. Évidemment, la manière classique d'échange a elle aussi vite évolué. Plutôt que de faire des échanges un par un, les courtiers se déplaçaient dans la salle et plusieurs échanges étaient faits simultanément, en criant ou alors en faisant des gestes codés avec les mains. L'arrivée du télégraphe a aussi profondément transformé le monde financier en permettant de connecter toute l'Amérique à Wall Street. Les prix des actions sont devenus centralisés et étaient communiqués instantanément grâce au stock ticker, un appareil imprimant en temps réel les prix des actions sur un ruban de papier. Désormais, s'il y avait un changement dans une entreprise de Chicago, alors New York était directement informé et il pouvait ajuster le prix directement. Each time ODM stock or any other stock listed on the exchange is bought or sold, the ticker tape flashes all over the nation the price and number of shares traded. En conséquence, les petites bourses locales ont perdu de leur importance et Wall Street est devenu le véritable centre financier du pays, bénéficiant toujours d'une certaine autonomie en raison de sa distance de Washington. Mais pour comprendre concrètement comment la bourse est utilisée, il faut différencier 3 choses différentes. D'abord, il y a l'épargne, puis l'investissement, et enfin, celui que vous connaissez sûrement tous, le trading. Épargner, c'est de la sécurité. Épargner, c'est protéger. Épargner, c'est mettre 3 à 6 mois d'argent de côté, quelque part, où on peut aller le chercher, où il est en sécurité, et où cet argent, quand on épargne, on va essayer de faire en sorte qu'il ait le même rendement que l'inflation, pour pas qu'il perde de valeur quand même, avec l'inflation. Ensuite, tu peux investir.
Investir, ça se fait à long terme, ça se fait de manière diversifiée. Quand je dis long terme, c'est 10, 15, 20 ans. Investir, c'est mettre de l'argent dans un projet et espérer en récupérer plus tard. Et enfin, tu as une dernière activité qui est possible avec ton argent et qui a été complètement mélangée avec l'investissement pendant très longtemps dans la tête des gens, qui est le trading. Le trading, c'est spéculer. Et spéculer, c'est essayer de faire un truc qui paraît très simple, mais qui est en fait très difficile, qui consiste à acheter quelque chose au plus bas pour le revendre au plus haut. C'est pas interdit de faire ça, mais c'est vachement dur. Remember John Q. There is a risk as well as an advantage in owning any kind of property. So, get the facts before you put your money to work. Alors évidemment, ça veut dire que dès le départ, Wall Street a été le théâtre d'abus et de spéculation, permettant à certains individus de devenir très riches rapidement. Un exemple emblématique, c'est celui de Jay Gould, un financier et courtier influent du 19e siècle. Il a amassé une fortune en achetant des compagnies ferroviaires en faillite, qu'il a ensuite redressées. Cependant, on le connaît surtout pour ses techniques de manipulation du cours de la bourse, grâce à ses connexions et ses stratégies controversées. Par exemple en publiant des articles dans les journaux qui vont nuire à une entreprise, acheter des actions quand le cours est au plus bas, puis faire l'inverse et revendre au plus haut. Le but, c'était que lui ou son client puisse se faire le plus d'argent possible sans se soucier de tous les autres investisseurs, qui allaient perdre beaucoup d'argent. Et son influence est allée bien plus loin que ça, puisqu'en 1869, en tentant de manipuler le prix de l'or, il a provoqué une chute brutale des prix et créé une vraie panique chez les investisseurs, menant à une crise financière connue comme le Vendredi noir. Donc déjà à l'époque, on connaissait les conséquences des pratiques spéculatives excessives. Mais voilà, la bourse, c'est pas un casino, c'est pas juste pour que les traders se fassent un maximum d'argent. Et au 19e siècle, elle a eu un énorme impact sur la construction des États-Unis. À la fin du 19e siècle, le sud de Manhattan va aussi pousser des grandes banques d'investissement qui utiliseront Wall Street pour faire fortune, certes, mais aussi pour investir à long terme dans des grandes entreprises qui vont transformer l'Amérique. On peut citer Goldman Sachs en 1869 ou JP Morgan en 1871, qui reprend le nom de son propriétaire John Pierpont Morgan. Retenez bien son nom car il va littéralement transformer l'économie américaine dans les années à venir. À la fin des années 1800, l'industrie américaine était dominée par quelques grands magnats, par exemple Andrew Carnegie dans l'acier, John D. Rockefeller dans le pétrole, ou encore Cornelius Vanderbilt dans les chemins de fer. Ces hommes possédaient non seulement un quasi-monopole dans leurs industries respectives, mais ils dirigeaient aussi personnellement leurs entreprises, en prenant la plupart des décisions stratégiques. La bourse allait transformer cette dynamique. Au lieu que quelques milliardaires détiennent le pouvoir, ces entreprises allaient devenir ce qu'on appelle publiques. Ça veut dire que n'importe qui pouvait acheter des actions et devenir copropriétaire de ces entreprises. Un des premiers exemples notables, c'est General Electric, l'entreprise que Thomas Edison a créée avec l'aide de JP Morgan, justement, qui est devenue l'une des premières grandes entreprises cotées en bourse et financées par des investisseurs à travers tout le pays. US Steel, une entreprise sidérurgique fondée en partie par JP Morgan, encore lui, est un autre exemple emblématique. Morgan a racheté l'entreprise de Carnegie et l'a transformée en première entreprise au monde à valoir plus d'1 milliard de dollars. Le rôle des banques d'investissement a été crucial dans ce processus. Elles utilisaient l'argent de leurs clients pour investir dans ces entreprises et les aider à se développer. Alors oui, ça signifiait certes que les entreprises s'enrichissaient énormément, mais elles jouaient aussi un rôle déterminant dans le développement industriel des États-Unis. En échange, les investisseurs pouvaient recevoir ce qu'on appelle des dividendes, une partie du bénéfice des entreprises, et ils pouvaient aussi voir la valeur de leurs actions augmenter, donc tout le monde est content. Très rapidement, la santé de la bourse est devenue un indicateur clé de la santé économique de l'Amérique. Si les entreprises se portaient bien, alors elles pouvaient augmenter la production et pousser l'innovation, et donc attirer encore plus d'investisseurs et continuer à croître et innover à nouveau. C'est en partie ce cercle vertueux qui a fait des États-Unis la première puissance mondiale. Pour évaluer la santé de la bourse, et donc de l'économie, on utilisait, et on utilise toujours d'ailleurs, un outil créé par le journaliste économique Charles Dow. Avec son collègue Edward Jones, il crée une liste de 11 entreprises de référence, principalement des entreprises de chemin de fer, en surveillant le prix de leurs actions pour créer une valeur moyenne. Aujourd'hui, cette liste est devenue ce qu'on appelle l'indice Dow Jones, qui reste l'un des indicateurs les plus utilisés pour mesurer la performance du marché boursier, et donc plus largement, la santé économique des États-Unis. The Dow dropped more than 500 points. The Dow Jones Industrial Average is high. Dow Jones Industrial Average reached a new record high. En gros, quand vous entendez que le Dow Jones est en hausse, ça veut dire qu'en moyenne, les 30 plus grandes entreprises américaines se portent plutôt bien. Et quand le Dow Jones est en baisse, ces entreprises perdent de valeur. En France, on a un équivalent depuis les années 80, c'est le CAC 40, qui regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. Un indice boursier, le premier ça a été le Dow Jones, qui est l'indice américain des 30 plus grosses entreprises américaines. C'est juste une sélection automatique d'entreprises avec des critères fixes pour déterminer qui rentre et qui sort. Et quand une entreprise diminue de taille, elle est automatiquement sortie. Et quand une entreprise en dessous grossit, elle est automatiquement intégrée. C'est ce qui permet aux particuliers
d'aller chercher la performance de la bourse sans s'embêter à devoir choisir telle ou telle action, parce que c'est trop difficile en fait de choisir telle ou telle action. Pour l'anecdote, Dow et Jones ont également fondé quelques années plus tard le Wall Street Journal, l'un des journaux économiques les plus influents au monde. Et puis la suite, vous la connaissez sûrement. Au début du XXe siècle, les États-Unis se portent pour le mieux. La bourse de New York déménage d'ailleurs dans ses bureaux actuels en 1903, un immense bâtiment au style néoclassique avec des murs en marbre. Ce bâtiment était à l'époque un symbole de la puissance économique américaine. Il possédait le plus grand volume intérieur de New York et était à la pointe de la technologie. Il utilisait par exemple des tubes pneumatiques pour envoyer les ordres d'achat, et c'est même le premier bâtiment de l'histoire à être climatisé. Peut-être la meilleure preuve que les courtiers de Wall Street étaient les personnes les plus importantes à l'époque. Après la Première Guerre mondiale, ce sont les Roaring Twenties, l'équivalent des années folles chez nous, et elles portent bien leur nom. Les États-Unis connaissent une croissance fulgurante et une certaine insouciance économique. Les villes sont transformées, on voit des gratte-ciels pousser comme des champignons, la voiture modifie radicalement la vie de l'Américain moyen, le PIB explose, et la publicité, omniprésente, incite à une consommation effrénée. Vous vous en doutez bien, ça veut dire aussi que ceux qui travaillent à Wall Street s'en mettaient plein les poches. Après la Première Guerre mondiale, le New York Stock Exchange devance Londres et devient le plus puissant du monde, un statut qu'il garde encore aujourd'hui. À la même époque, beaucoup de grandes entreprises entrent en bourse, comme General Motors ou encore Coca-Cola, qui est coté à partir de 1919. Ça a transformé ce fabricant de boissons sucrées en un empire, je vous redirige vers ma vidéo sur le sujet si vous ne l'avez pas encore vu. Les entreprises sont aussi de plus en plus concentrées, souvent proches du monopole dans leur secteur, et sont plus puissantes que jamais. Et forcément, ça rend les investisseurs heureux. Aux États-Unis, c'est le triomphe de l'économie libérale. Les ventes à crédit facilitent l'essor industriel et encouragent la surproduction. L'argent coule à flot. Le problème, c'est que cette croissance, elle est artificielle. Et c'est là que l'on voit la première grande faille de Wall Street. En voyant les cours de la bourse exploser, de plus en plus de monde veut investir, y compris les Américains les plus modestes. Sauf que tout le monde se fichait du long terme. On a en fait vu un gros retour de la spéculation, inspiré par certains traders qui sont devenus riches en quelques jours. De quoi faire rêver des tas d'Américains de classe moyenne qui tentent le tout pour le tout en investissant à crédit, ne payant seulement 10% de l'action et en empruntant le reste. Entre 1924 et 1929, la valeur du Dow Jones triple. Le 27 août 1929, le Dow Jones bat son record. The imposing stock exchange on Broad near Wall is the financial pulse of America, where ticker tape measures the fluctuating fortunes of the nation. Pour l'anecdote, quand les marchés montent comme ça, on appelle ça le bull market. Bull comme taureau. C'est parce que quand un taureau attaque, il charge avec ses cornes vers le haut. A l'inverse, quand il est en baisse, on appelle ça le bear market. Bear comme ours, car les ours frappent vers le bas avec leurs pattes. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi il y a un taureau devant Wall Street. Donc oui, dans les années 20, les marchés boursiers montent en flèche, mais l'économie, en réalité, ne se porte pas si bien que ça. Dans la vraie vie, les marchés boursiers ne correspondent pas du tout à la vraie valeur des entreprises. Dans cette période d'excès, on trouvait beaucoup plus d'offres que de demandes. Dans l'automobile, par exemple, maintenant que tout le monde avait une voiture, on en vendait beaucoup moins. Et des tas de voitures sorties d'usine allaient directement à la casse. À vrai dire, les économistes se voyaient déjà un crash arriver à l'époque. Mais l'euphorie est telle que les indicateurs sont ignorés. Le chômage augmente pendant l'été, le monde agricole est tué par l'industrialisation, alors que personne ne regarde, la dépression est inévitable, et c'est un krach boursier qui va permettre de s'en rendre compte. Un krach, c'est quand beaucoup d'actions baissent fortement d'un coup pour plusieurs mois. Comme ils ne savent pas quelle entreprise va souffrir le plus de la crise qui vient, ils vendent tout. Comme ils vendent les actions, le prix de l'action baisse. Comme le prix de l'action baisse, ça fait peur à tout le monde, donc tout le monde vend, etc. etc. Et donc c'est un cercle vicieux en fait qui s'entretient. Dès le mercredi 23 octobre 1929, on commence à voir des investisseurs inquiets vendre leurs actions de grandes entreprises. La panique commence, et en voyant le prix des actions baisser, les autres suivent. Et enfin, le 24 octobre, tout le monde vend. Les courtiers ne trouvent plus aucun acheteur, on appelle ce jour le jeudi noir. Les financiers et politiques font tout pour assurer that regardless of regrettable stock market gyrations, the position of commerce and industry throughout the country is fundamentally sound. Mais les investisseurs veulent limiter leurs pertes et continuent de vendre. Des milliers d'Américains se ruent devant le bâtiment de la bourse en panique. Ils n'ont tout simplement plus confiance en l'économie. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange in market prices. Le 28 octobre, c'est le jeudi noir. Puis le 29 octobre, c'est le mardi noir. Environ 30 milliards de dollars sont perdus en quelques jours,
Ça correspond à 400 milliards de dollars aujourd'hui. Et là, c'est la fin de la fête aux États-Unis. 16.5 million shares of stock sold in a single day. Sold hopelessly, desperate, at any price. Les Américains endettés doivent vendre toutes leurs possessions pour tenter de rembourser leurs emprunts. Mais ce n'est souvent pas assez, des tas de banques ruinées doivent fermer et l'argent de leurs clients disparaît. Des dizaines de milliers d'entreprises ferment leurs portes, le chômage explose et on voit ces queues interminables devant les soupes populaires. Cette période sombre, c'est la Grande Dépression et son impact va bien au-delà des États-Unis. Déjà parce que le pays s'est un peu replié sur lui-même et est devenu bien plus protectionniste, restreignant le commerce international. Et ça a fait mal à beaucoup de pays d'Europe. C'est en 1932 que la crise atteint vraiment la France. La production industrielle n'est plus que 72% de celle de 1929, année record. Le nombre des chômeurs s'accroît. En Allemagne, par exemple, qui avait dû emprunter beaucoup d'argent aux États-Unis pour se reconstruire après la Première Guerre mondiale, la dette explose. Après 1929, le taux de chômage explose lui aussi, et tout ça, ça a créé la situation parfaite pour la montée du nazisme. Aux États-Unis, il faut attendre des années pour remettre l'économie sur pied. Finalement, c'est le New Deal de Roosevelt qui va transformer le pays pour toujours, puisque pour la première fois, l'État fédéral allait directement intervenir pour soutenir le peuple américain, alors qu'avant, la tendance était plutôt au chacun pour soi. The only thing we have to fear is fear itself. This nation is asking for action, and action now. Le New Deal a lancé des tas de projets publics pour créer de l'emploi. Il fixe des prix, instaure un système de retraite et une assurance chômage. L'idée, c'est de réparer le capitalisme en quelque sorte, en créant un juste milieu entre intervention de l'État et libéralisme. En 1934, le gouvernement met aussi en place la SEC, Securities and Exchange Commission, une agence censée surveiller le marché et protéger les investisseurs, avec des vraies régulations. Alors qu'avant ça, Wall Street était assez libre de faire ce qu'elle voulait. Unethical. It's illegal. Something for the Securities and Exchange Commission. Alors les effets de tout ça ont été assez longs, il faut l'admettre, mais Roosevelt a au moins réussi à rassurer les Américains et leur redonner espoir, tout en restaurant un peu plus la confiance envers le système capitaliste. Et surtout, le New Deal a planté les graines qui ont permis au pays de se relever après la Seconde Guerre mondiale. Parce que vous le savez, si vous regardez souvent mes vidéos, la période d'après-guerre, c'est un peu l'âge d'or de l'économie américaine. L'Amérique glorieuse avec ses pavillons individuels en banlieue, des grosses voitures dans le garage, du loisir dans tous les coins, et surtout un plein emploi. Et que faire avec toutes ces augmentations de salaire? Bien sûr, Wall Street allait s'en occuper. In a typical city or town, on a typical residential street, we find a typical home occupied by a typical American family. Like millions of his fellow Americans, John Q. Public earns enough money to keep up the payments on a new car. Dans les années 50, la bourse de New York mise sur l'éducation financière et incite Monsieur Tout-le-Monde à investir en bourse, non pas pour faire du trading et devenir riche, mais pour épargner et soutenir l'économie. An investment banking house is not a bank of deposit. It's concerned with long-term investments. Dans plusieurs spots publicitaires, on essaie de rendre la bourse plus accessible et de redonner confiance pour promouvoir une vision plus saine de l'investissement. Before you invest, investigate. Le nouveau président de la bourse de New York double le budget publicitaire, lance son propre magazine et produit même des films informatifs pour les enfants. Il faut dire que beaucoup étaient encore sous le choc de la Grande Dépression et la bourse faisait encore un peu peur. Mais les efforts portent leurs fruits. En 1954, le Dow Jones bat son record de 1929. Mais cette fois, il ne chute pas, l'économie est effectivement au plus haut. Et plutôt que de réserver Wall Street aux investisseurs milliardaires, toute la société américaine peut y prendre part. Wait a minute, I'm no tycoon. Neither are most of the people who own shares in American business. 3 out of 4 of all share owners are in families which make less than $10,000 a year. Non pas à travers de la spéculation en mettant tout son argent sur des entreprises douteuses, mais en misant sur la croissance économique à long terme, en vendant l'idée de posséder une partie de l'industrie américaine. Il lance par exemple un programme qui permettait d'investir à partir de $40 tous les mois, qui sera un énorme succès. $50 a month can build up quite a little nest egg. The idea of the monthly investment plan is to invest every month on a long-range basis in the stock of a company that you think will have good earnings and pay dividends. Certaines banques d'investissement, comme Merrill Lynch, choisissent de délaisser les millionnaires pour chercher les classes moyennes. Ils vont jusqu'à envoyer leurs courtiers en bus dans les banlieues. Ils construisent un centre d'information à la gare Grand Central pour parler à des milliers de voyageurs chaque jour. Et ils proposent même des séminaires pour les femmes,
encore très oublié dans la finance à l'époque. You know, I've been thinking about investing for some time now. Au même moment, les plus grandes entreprises entrent en bourse, comme Ford en 1956, Disney en 1957, ou encore les studios Universal en 1958, et n'importe qui pouvait posséder une part de ces entreprises iconiques. Many companies whose stocks are listed on the New York Stock Exchange have helped to build our rising standard of living by constantly creating new jobs. Et c'est le même effet boule de neige dont je vous parlais tout à l'heure. Si plus de gens investissent, l'économie se porte mieux, et ça explique en partie pourquoi les États-Unis des années 50 étaient si prospères. Yesterday's savings financed the miraculous growth of our railroads, automobiles, electric light and power. En 1952, seulement 6,5 millions d'Américains possédaient des actions, soit environ 6% de la population. En 1959, le chiffre avait doublé avec plus de 12 millions d'investisseurs, un nombre qui ne fera qu'augmenter, atteignant les 20 millions en 1965 et plus de 30 millions en 1970, année pendant laquelle plus de 3 millions d'actions étaient échangées chaque jour. The financial barometer for the free world is in New York's Wall Street. The rise or decline of stock prices here more often than not influences the activity of stock markets overseas. The man in the street as well as the big and little investors have a stake in the transactions on the trading floor of the great New York Stock Exchange. Et si les investisseurs se portent bien, les banquiers et les courtiers se portaient très bien eux aussi, vous l'imaginez. À ce moment-là, le nombre de banques d'investissement était assez limité et les courtiers avaient des frais fixes plutôt élevés, faisant d'eux des gens très riches. A job? Pretty good. Very good. Who do I think has the power in society? The rich. Wall Street commence à retrouver cette réputation d'avare, symbole des excès du capitalisme. En 1967, par exemple, l'activiste Abbie Hoffman, avec un groupe de manifestants, est entré dans la salle des échanges de la bourse de New York pour y jeter des billets de 1 $, suite à quoi des tas de traders et courtiers ont sauté de leur siège pour espérer ramasser un peu d'argent. Mais la cupidité de Wall Street n'en était qu'à ses débuts, parce que dans les années 70, tout allait changer. Parce que si la bourse a tendance à bien se porter quand l'économie va bien, ça veut dire aussi qu'elle se porte souvent mal quand l'économie va mal. For months, prices were falling. Not many people were buying or selling. Brokerage houses were shutting down and brokers were getting fired right and left. Après des dépenses faramineuses dans la guerre du Vietnam, l'exode massif des populations urbaines vers les banlieues qui a ruiné financièrement plusieurs grandes métropoles et 2 chocs pétroliers, on peut dire que les États-Unis ont connu de meilleurs jours. Les entreprises perdent de la valeur, donc les investisseurs vendent en masse, et l'industrie américaine est de moins en moins productive. Les entreprises allaient bientôt délocaliser leurs usines pour faire des économies, faisant augmenter le chômage. On ajoute à ça le fait que les bourses internationales gagnaient en puissance, celle de Tokyo notamment, donc New York doit tout faire pour rester numéro 1. Some others who used to work on Wall Street have no job at all. Bob Milner lines up once a week to collect a $75 unemployment check. Until last June, he was making more than $20,000 a year as a securities analyst. Wall Street s'intéresse donc de moins en moins à l'idée d'utiliser l'argent pour construire des choses et préfère utiliser l'argent pour produire encore plus d'argent. Au même moment, on voit arriver une vraie révolution informatique et les ordinateurs vont complètement transformer la bourse pour toujours en permettant des échanges ultra rapides et les nouvelles méthodes de trading plus complexes. En 1971, on a aussi vu naître le Nasdaq, la toute première bourse complètement électronique, c'est-à-dire sans bâtiment physique et donc accessible depuis partout. On pouvait y acheter des grandes entreprises de tech comme Intel, et c'est là qu'on trouvera plus tard toutes les autres que vous connaissez comme Microsoft ou Apple. Je vous invite à regarder ma vidéo sur la Silicon Valley si ça vous intéresse. Et tout ça, c'est ce qui a posé les bases pour la folie des années 80 et 90. Wall Street's bull market has been having an astonishing run. Many stocks went up 10 or 20% in 2 weeks, some even more. Anybody else care to sell Heimann? I got 50 to buy. On an average day 10 years ago out there, they were trading about 20 million shares. Now, on an average day, they're trading about 140 million shares. Les années 80 sont un tournant à Wall Street, où on va voir une explosion de tout ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Tu en as 2 sortes. Tu as ceux qui investissent à long terme dans l'économie en achetant des actions, en achetant des entreprises, en achetant des obligations, et qui rassemblent des millions de particuliers, des centaines de milliers de particuliers tous ensemble, et un gérant qui investit à long terme l'argent des gens. C'est ce qu'on appelle les fonds de pension, par exemple, les fonds d'épargne retraite aux États-Unis. Tu as un autre type de fonds d'investissement qui est les fonds spéculatifs. C'est ce qu'on appelle les hedge funds, par exemple. Ces fonds-là sont ceux qui font du trading, ils font de la spéculation. Donc ils essayent d'acheter bas pour revendre haut. Ils n'essayent pas d'acheter à long terme pour garder pendant longtemps. Et donc les riches, les gens qui ont déjà beaucoup de patrimoine,
attribuent une partie de leur patrimoine à des fonds spéculatifs qui vont essayer de leur en faire gagner encore plus. Ronnie Schlapfer speculates for himself and for 13 millionaires. Today, he's already made $200,000, but Ronnie's an addict. He'll search anywhere to make more. Le trading spéculatif a donc fait un retour en force, et dans les banques d'investissement de Wall Street, la nouvelle génération de courtiers ne se concentrait que sur leurs bonus massifs. What do you get out of this? What's the big kick? Making a lot of money. Ils promettaient des rendements incroyables à leurs clients, et si ça marchait, eux allaient s'en mettre plein les poches. Some of the biggest profits on Wall Street have gone to the brokers. They get paid a commission on every share of stock that's bought or sold. And in the last 2 weeks, the volume of trading has just about doubled. Une culture assez encouragée par la présidence de Ronald Reagan et sa politique pro-business et les assouplissements des régulations. Thank you all very much. Thank you. Les traders de l'époque mettaient le travail au cœur de leur vie, prêts à tout sacrifier pour gagner le plus chaque mois, et les primes et bonus étaient si alléchants que c'était difficile de s'en priver. On parle ici en millions de dollars par an pour certains. And they do this all day long. All day long. From 9 to 2:30 in the afternoon, no lunch. We bring the lunch to the desk. Then they go home, they have a break. The markets open up again at 5 o'clock in the evening, and they never close. Now, come on, David, is that any way to live? For a young person, it is. Le début des années 80 a aussi été marqué par l'arrivée de ce qu'on appelle les yuppies, un acronyme qu'on pourrait traduire par les jeunes professionnels urbains, une nouvelle génération de jeunes qui travaillaient dans la finance ou la publicité par exemple, très ambitieux et connus pour être assez matérialistes et obsédés par l'argent et le luxe. Sure way to spot a yuppie is by the cars they drive and the food they eat. It includes anything on a menu you can't pronounce or anything raw like broccoli or raw fish. C'est typiquement le personnage que joue Christian Bale dans American Psycho, censé parodier cette culture. I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do 1,000 now. Et tout ça, c'est loin d'être anecdotique, parce que même si on se moque un peu d'eux aujourd'hui, leur impact culturel se ressent encore. Et quand on pense à la mauvaise image qu'on a de la finance et de ses excès, surtout depuis 2008, en fait, tout est parti de là. Pour eux, Wall Street, c'était le rêve, le meilleur endroit pour devenir riche, en ne se concentrant que sur son succès personnel. For this generation, business is hip. Capitalism is no sin, it's in. Is money the number one goal? Yes. Quand on était trader dans les années 80, on avait l'impression d'être les rois du monde. Et pour tenir debout avec une telle charge de travail, la drogue, et notamment la cocaïne, pouvait faire partie du quotidien. Même si ça ne concernait pas forcément la majorité, évidemment. Drug sales, especially cocaine, are booming. Experts say the district's crowded streets, plazas, office buildings are becoming an increasingly active marketplace for drugs like marijuana and particularly cocaine, Wall Street's favorite drug. La bourse a donc rendu certaines personnes très riches, en prenant des risques, certes, mais aussi parfois en trichant. Wall Street is in a continuing state of shock as a result of the greatest scandal in its history. La figure qui a marqué la décennie s'appelle Ivan Boesky, un trader qui a fait fortune en investissant dans des entreprises avant qu'elles ne se fassent racheter par des grands groupes. In America, one of the great things about this nation is that we can seek profit. And I'm proud of that. If you can gain profit, that's even better. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout légal. C'était le roi d'un phénomène appelé insider trading, ou délit d'initié en français, qu'on a vu de plus en plus dans les années 80. En gros, les traders payaient des milliers de dollars des informateurs pour recevoir des informations confidentielles sur des entreprises, et ça leur permettait d'acheter et de vendre pile au bon moment. C'est un peu comme tricher au casino. Since 1984, there have been more than 48 cases of insider trading, many involving the financial community, brought by New York's U.S. Attorney Rudolph Giuliani. Ivan Boesky a gagné des millions de dollars avec cette pratique, mais ça n'a pas duré. En 1986, il est condamné à 3 ans et demi de prison et reçoit une amende de 100 millions de dollars. Un de ses informateurs s'était fait arrêter et avait tout révélé à la police. Levine allegedly collected $12.6 million in illegal profits by finding out which big mergers were in the works. Boesky va d'ailleurs aussi réduire sa peine en dénonçant ses collègues. C'est probablement un des plus gros scandales de Wall Street des années 80. Small investors checking on their stocks during their lunch hour blamed Boesky. It's not fair. Looks like if you got money, you can do whatever you want. Et d'ailleurs, il fait partie des inspirations d'Oliver Stone pour le personnage de Gordon Gekko. Greed, for lack of a better word, is good. Les excès de la décennie sont tels que le 19 octobre 1987, on pouvait s'y attendre, c'est le crash. This is USA Tonight with Brad Holbrook.
Good evening. Today is Black Monday, the day the Dow dropped more than 500 points. Wall Street est une nouvelle fois en chute libre. Certains parlent même de débâcle. La séance d'hier a marqué une chute historique de 22%. Le triste et célèbre record de 1929 est largement battu. C'est d'ailleurs la première fois que la bourse américaine chute de manière aussi spectaculaire. Le lundi noir est le premier grand krach global, une baisse observable instantanément dans toutes les bourses du monde, et qui a notamment causé la chute historique du Dow Jones aux États-Unis. Nous sommes, nous Français, de plus en plus concernés, car depuis les privatisations, il y a 6 millions de nouveaux actionnaires. C'est donc votre argent qui est en jeu ce soir. On estime plus de 1000 milliards de dollars de pertes autour du monde. D'abord parce que l'état de la bourse ne correspondait plus à la réalité de l'économie, mais aussi parce que des nouveaux programmes informatiques vendaient automatiquement en cas de baisse, et ça a bien empiré les choses. They're calling it the Monday Massacre, the worst drop in Wall Street history. I just came from inside and it looks like a madhouse. It's so crazy, nobody even expected it to be down this much. It's a panic, everyone's in panic. On pouvait penser sur le coup que l'impact allait être dévastateur sur l'économie et que l'on allait vivre une nouvelle grande dépression. À Miami hier, un investisseur qui avait subi de lourdes pertes se rend chez son courtier, le tue et en blesse un autre avant de se donner la mort. À Milwaukee, un homme d'affaires à la retraite se suicide, il a perdu en bourse 3 millions de francs. Ce sont les premières victimes de Wall Street. Mais en réalité, le gouvernement est vite intervenu pour limiter la casse. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était assez remarquable. Les effets sur l'économie ont été en fait assez limités, et au bout de 2 ans, les marchés avaient retrouvé leur valeur initiale. Malgré tout, cette crise aurait pu être un avertissement sur les vulnérabilités du système, et d'ailleurs, ça a mené à des nouvelles régulations. Et si vous pensez que c'était assez pour faire perdre confiance en Wall Street, vous vous trompez. Le film d'Oliver Stone, par exemple, qui est sorti 2 mois plus tard, et qui était censé critiquer la philosophie de l'époque, a en fait inspiré beaucoup de jeunes pour faire carrière à Wall Street. Rich enough to have your own jet. Rich enough not to waste time. Vous l'avez compris, malgré la crise, les excès de Wall Street et la fascination qui vient avec n'allaient pas se calmer tout de suite. Ce que vous venez de voir, c'était l'acteur Robert Downey Jr. dans une salle des échanges de New York pour un documentaire sorti en 1993. If money is evil, then that building is hell. This is the most obnoxious group of money-hungry, low IQ, high-energy, jackrabbit, fucking wannabe, big-time, small-time, shit-talking, bothersome, irritating bunch of motherfuckers I have ever had to endure for more than 5 minutes. Le constat est simple, Wall Street c'est un autre monde. Drogue, sexe et cupidité, ce sont les 3 mots qui pouvaient définir le monde financier de l'époque. Et celui qui personnifie le mieux ces mots, c'est peut-être Jordan Belfort, le fameux loup de Wall Street, que vous connaissez tous. It was a life of debauchery. Son histoire, elle commence justement par le krach de 1987, qui lui fait perdre son emploi de courtier et le pousse à créer sa propre maison de courtage, où il vendra des actions de petites entreprises qui ne valaient pas grand-chose, des actions non disponibles à la bourse de New York évidemment. Et c'est dans cette culture-là que j'ai plongé, gagner le maximum d'argent en un minimum de temps. Pour ce qui est des règles, oui, on était censé les suivre, mais c'était secondaire, ça passait après l'objectif premier, gagner le plus d'argent possible. Mais il fera surtout fortune en manipulant le marché et donc en arnaquant ses clients. Par exemple en mentant sur l'entreprise pour faire monter le cours d'une action artificiellement et tout revendre avant que la bulle n'explose. Son entreprise était la plus grosse maison de courtage indépendante de l'époque. Évidemment, ça a fait perdre des millions de dollars à ses clients et ça l'a rendu très riche. Il pouvait se faire jusqu'à 50 millions de dollars en une année. Une histoire qui fascine, mais qui est finalement un cas assez classique des fraudeurs de la bourse. On l'a vu tout à l'heure, ça se faisait déjà au tout début de l'histoire de Wall Street. Des gens qui ont utilisé des techniques complexes financières pour générer de l'argent de manière illégale, en fait, il y en a très très peu. Dans l'immense majorité des cas, c'est juste des gens qui mentent. Ils utilisent la crédulité de quelqu'un, ou ils font des faux, tout simplement, des faux documents, pour mentir aux gens, pour leur prendre de l'argent. Et c'était pas le seul des années 90 non plus. Des cas de fraude de ce style, il y en a eu plein à l'époque, mais lui, on l'a remarqué surtout pour son mode de vie excessif et son rapport avec la drogue. Alors oui, ce que vous voyez dans le film, c'est bien vrai, et ça symbolise effectivement les débordements de l'époque, mais évidemment, c'était pas forcément représentatif du monde de Wall Street en général.
J'avais une vie complètement malsaine, déjantée. J'avais des jets privés, des yachts. Quand je sortais dîner, je dépensais plus de 20 000 euros en vin. Il y avait du sexe dans tous les coins. Tout le monde se droguait dans des quantités énormes. C'était devenu comme à Sodome et Gomorrhe. Et justement, la technologie a un peu calmé cette frénésie. Au milieu des années 90, de plus en plus d'investisseurs américains misent à nouveau sur les stratégies plus focalisées sur le long terme. On invente par exemple ce qu'on appelle des ETF, des produits financiers qui suivent les cours des grands indices boursiers comme le Dow Jones, censés être bien plus stables que la spéculation qu'on a vue plus tôt. Mais bon, on va pas se mentir, la cupidité n'a pas disparu tout de suite. On l'a vu à la fin des années 90 avec la bulle internet par exemple, avec des tas d'entreprises du web qui ne valaient absolument rien atteindre des records en bourse et dont le cours va s'effondrer d'un coup et faire perdre beaucoup d'argent aux traders les plus optimistes. C'était du délire, il y a des entreprises qui ont pris plus de 2000% en quelques mois et qui ont complètement disparu. Encore une fois, j'en parle dans ma vidéo sur la Silicon Valley, donc allez la voir si ça vous intéresse. At the end of this brutal week on Wall Street, a lot of analysts think the internet bubble is ready to burst, and by this time next year, a huge number of those .coms might be .gone. Les entreprises aussi ont complètement changé de philosophie par rapport aux années 50, en choisissant les revenus à court terme, plutôt que le vrai développement industriel et l'impact social. C'est ce qu'expliquait le prix Nobel de l'économie Milton Friedman dans les années 60, indiquant que le but principal d'une société devait être de satisfaire ses actionnaires, rien de plus. Did you ever have a moment of doubt about capitalism and whether greed's a good idea to run on? Well, first of all, tell me, is there some society you know that doesn't run on greed? En gros, si vous êtes dirigeant d'une entreprise cotée en bourse, le seul truc qui compte, c'est que votre entreprise prenne de la valeur. Tant pis si ça veut dire avoir des produits de moins bonne qualité, devoir envoyer des salariés, ou même si ça implique de détruire la planète. Et peut-être que si on faisait un peu plus participer le peuple à l'économie, comme c'était le cas dans les années 50, les entreprises se soucieraient un peu plus de leur impact sur le monde et de la satisfaction de leurs clients, puisque eux aussi feraient partie des actionnaires. Wall Street est resté un symbole des excès dans un pays où les écarts de richesse continuent de se creuser. Quand la politique de Reagan a permis à des tas de traders de se faire des millions, le taux de pauvreté aux États-Unis a aussi explosé, et ce jusqu'à la moitié des années 90. Donc les mouvements anti-Wall Street étaient assez forts eux aussi. On peut par exemple noter le célèbre clip de Rage Against the Machine tourné illégalement devant la bourse de New York, avec Michael Moore, qui a forcé un arrêt des échanges ce jour-là. D'ailleurs, dans le clip, on peut y voir une pancarte de la campagne de Trump pour les élections de 2000. Ça n'a rien à voir, mais j'ai trouvé ça marrant. D'ailleurs, en 1999, Bill Clinton retire une loi assez importante qui datait de l'époque du New Deal, qui séparait les banques commerciales des banques d'investissement. Ça paraît anecdotique, mais ça va avoir des conséquences assez énormes. Ça veut dire que les banques classiques qui géraient l'argent de centaines de millions d'Américains allaient maintenant prendre des paris de plus en plus risqués. Ça a aussi permis aux banques de devenir plus puissantes que jamais, et donc d'agir sans trop penser aux conséquences. Un pouvoir qui a d'ailleurs permis à Wall Street de devenir le premier lobby du pays, et donc la plus grande influence sur la politique, et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs. Sauf que tout ça, on s'en souciait peu de l'extérieur à l'époque. L'économie se portait plutôt bien, malgré une courte crise après le 11 septembre, les classes moyennes avaient un bon pouvoir d'achat, et les emprunts à taux réduit permettaient aux Américains d'acheter une maison facilement. Tout semblait aller pour le mieux du point de vue économique. Dans les années 2000, on voit encore une certaine insouciance. Les métiers de la finance sont d'ailleurs encore glorifiés. C'était des grandes banques, les costards cravates, les boutons de manchette, les chaussures à double boucle, des gros salaires, surtout des gros bonus, c'est la caractéristique principale de cette industrie. Quelque chose qui était très secret aussi, parce que c'était dur de rentrer, donc il y avait un côté un peu mystérieux. Et pendant ce temps, les régulateurs ferment les yeux sur tout ce qui se passe au sein de la plupart des banques. Et tout ça, on va le payer très cher dès l'été 2007. La bulle a éclaté quand on a compris que les gens s'étaient trompés, tout simplement. Les gens en question, c'était les agences de notation, ceux qui disent à quel point une action ou une obligation est solide. Eux, ils se sont trompés, ils ont attribué des super bonnes notes à des produits financiers qui étaient en fait tout pourris. Ces produits financiers tout pourris, comme ils avaient des super bonnes notes, eh ben, ils se sont déployés partout, tout le monde en a acheté, et à un moment donné, on a réalisé que ça valait plus rien. Les marchés financiers s'effondrent inexorablement. Les places financières se sont donc écroulées en série tout au long de la journée. C'est donc un lundi noir qu'a connu la finance mondiale. La crise de 2008 ou la grande récession, c'est les conséquences de toutes les erreurs de Wall Street depuis des décennies. Down over 16%. The stock market is now down 21%. We're now down 43%. It was the worst day on Wall Street
since the crash of 1987. And that means life, as most Americans know it, is about to change, in some cases dramatically. Plutôt que d'utiliser la bourse pour soutenir les économies, les grandes banques ont voulu augmenter leur rendement en faisant des paris bien trop risqués, et notamment sur l'immobilier avec des prêts appelés subprime, c'est-à-dire sans apport. Les taux de l'immobilier étaient tellement bas que n'importe qui pouvait acheter une maison sans argent, et du côté de Wall Street, les banques d'investissement en ont profité pour capitaliser sur ces prêts, en vendant des produits financiers complexes basés sur ces prêts subprime. Le problème, c'est que les banques d'investissement ne servent pas que les riches. Ces produits étaient aussi vendus à des fonds de pension ou des assurances. Ça veut dire que les économies de millions d'Américains étaient investies dans ces produits financiers sans que les clients ne le sachent. Comme il y a plein de gens d'un coup, parce qu'il y a eu un ralentissement économique, il y a eu une récession, il y a plein de gens d'un coup aux États-Unis qui n'ont plus pu rembourser leur crédit parce qu'ils gagnaient plus suffisamment d'argent. Les banques ont dû saisir les maisons, et quand tu te retrouves avec énormément de maisons à vendre dans un pays, eh ben, le prix des maisons se casse la gueule, et c'est le cercle vicieux qui a fait la crise de 2008. Résultat, le Dow Jones a chuté de près de 50% entre 2007 et 2009, c'était un record, faisant disparaître des milliards de dollars aux investisseurs et poussant plusieurs grandes banques à la faillite, dont l'emblématique Lehman Brothers, qui existait depuis les débuts de Wall Street. Mais comme souvent, les vraies victimes sont les classes moyennes. Des millions d'Américains ont perdu leur maison, et le chômage aux États-Unis explose, atteignant jusqu'à 10%. Sauf que ça ne touche pas que les Américains. L'économie est connectée mondialement, et le monde entier subit les conséquences. L'économie, c'est un grand château de cartes. L'économie, tout est connecté. Il n'y a rien qui est indépendant en économie. Si une banque a beaucoup moins d'argent, elle peut prêter moins d'argent. Si elle prête moins d'argent, les entreprises, elles ont moins de projets. Si les entreprises ont moins de projets, il y a moins de travail. S'il y a plus de chômage, il y a moins de gens qui vont au supermarché. Si les supermarchés vont moins bien, les agriculteurs vont moins bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Donc tout est connecté en fait. C'est juste que là, tout en haut de la pile, au niveau des banques, il y a eu une énorme crise de panique. Et du coup, ça a tout gelé tout le reste. Du côté de Wall Street, le gouvernement intervient assez vite pour sauver la casse. 700 milliards de dollars sont injectés pour sauver les banques, donc la plupart survivent malgré la chute. Un plan de sauvetage qui a évité un effondrement du système financier, mais qui n'a pas sauvé les investisseurs, et on reproche d'ailleurs souvent au gouvernement d'avoir soutenu les grands financiers plutôt que le peuple américain. Au contraire, les banques ont été sauvées avec l'argent des impôts. Malgré les dégâts, aucune grande figure de la finance n'a été emprisonnée, et les lourdes amendes étaient en fait assez insignifiantes par rapport à leurs profits. Et ça explique une grosse perte de confiance envers Wall Street et le système financier en général. Les régulateurs n'ont pas su prévenir les dégâts, et ça s'est empiré quand en plein milieu de la crise, on découvre un des plus grands scandales financiers de l'histoire. Wall Street se serait bien passé de ce nouveau scandale. Bernard Madoff, qui était l'un des courtiers les plus réputés à New York, est accusé d'avoir monté une gigantesque escroquerie de 50 milliards de dollars. Le colossal scandale Madoff, du nom de ce gérant de fonds qui a arnaqué ses clients de 50 milliards de dollars. En France, la facture commence à être connue. Il est question d'1 milliard d'euros de pertes. Bernard Madoff, président du Nasdaq, était aussi à la tête d'un fonds d'investissement avec des rendements très élevés, gérant des milliards de dollars pour ses clients. Sauf que quand tout a chuté, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez d'argent pour rembourser ses clients. As much as $50 billion is gone, vanished, and there are allegations that this long-running business was in fact a giant Ponzi scheme. En fait, Madoff n'investissait rien. Il utilisait l'argent de ses nouveaux investisseurs pour payer les plus gros. C'était une pyramide de Ponzi. Mais Bernard Madoff, tu sais, c'est une arnaque toute bête, hein. Des gens qui ont fait ça, il y en a plein, hein, partout dans le monde. C'est juste celui-là, il l'a fait à une telle grande échelle, mais c'était pas de la finance complexe. Il a juste menti aux gens, en fait. Son arnaque à Madoff, elle est pas financière, elle est commerciale. Il a fait croire aux gens des trucs qui n'existaient pas. Bernard Madoff, c'est juste un arnaqueur, en fait. La technique financière utilisée était très simple. Très très simple. Because he was a guy that can produce 8% return every year for the past 10 years. By the way, when it's too good, it's usually something wrong. I mean, that is almost never duplicated. Madoff écope de 150 ans de prison, et sa fraude révèle les faiblesses des régulations américaines, participant en cette perte de confiance généralisée. Parce que parmi ses clients, encore une fois, il y avait aussi des fonds de pension pour les retraites, ou même des fondations caritatives. En France, les plus touchés sont Natixis, qui pourrait perdre jusqu'à 450 millions d'euros, et BNP Paribas, 350 millions. En fait, après 2008, c'est devenu légitime de se poser la question « Où va notre argent quand on le confie aux grandes banques ?» Depuis, il y a eu des tas d'auditions au Sénat, et le marché est beaucoup mieux régulé. Le tsunami réglementaire auquel les marchés financiers ont fait face, en Europe et aux États-Unis, depuis la crise financière de 2008, a tout changé. Avant, tu avais évidemment des voyous, des machins, mais tu avais aussi tous les professionnels de la finance qui exploitaient, par cupidité, des failles pour gagner encore plus d'argent, souvent sur le dos des gens. Et aujourd'hui, très concrètement, tu es trader en salle des marchés,
je vais être un peu direct, mais tu vas plus pisser sans qu'il y ait quelqu'un qui vérifie ce que tu fais, quoi. Mais c'est trop tard pour beaucoup. La confiance a été perdue. En 2011, le mouvement Occupy Wall Street fait beaucoup de bruit autour des États-Unis. La jeunesse américaine veut que les banquiers payent les conséquences de leurs actes. Et cette perte de confiance envers les élites se ressent encore dans la politique actuelle. Que cela soit avec la montée des figures comme Bernie Sanders chez les démocrates, mais aussi bien sûr l'élection de Donald Trump en 2016, qui promettait d'autofinancer sa campagne plutôt que de dépendre de Wall Street. La montée du populisme aujourd'hui, c'est la conséquence directe des erreurs de Wall Street ces dernières décennies. You shouldn't be bringing up Wall Street because you're the one that takes the money from Wall Street, not me. Alors après tout ce que je viens de dire, est-ce que ça veut dire forcément que Wall Street ou la bourse, c'est mal? Honnêtement, non, je pense pas. En fait, comme souvent, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'ont révélé les plus grandes crises, c'est surtout les excès des grandes institutions, le trading et la spéculation excessive avec l'argent des autres. Évidemment, on peut trouver ça mal. Et les marchands de rêve qui promettent de nous rendre riches. Évidemment, ça aussi c'est des bêtises. Mais la bourse en elle-même, elle reste assez neutre. Je le rappelle, c'est juste une place de marché. C'est un outil qui existe depuis des siècles, et qui peut être bien ou mal utilisé. Le problème, à chaque fois qu'il y en a eu, c'était les acheteurs et les vendeurs qui s'y trouvaient. Tous les grands pays du monde ont une bourse. Et pour ceux qui ont essayé de s'en débarrasser, en général, ça se termine pas très bien. Qu'on le veuille ou non, les marchés boursiers sont là et ils sont indispensables pour le fonctionnement de notre monde. La question, je pense, c'est de savoir comment bien l'utiliser, et de manière morale. C'est justement ce que promeut le célèbre investisseur Warren Buffett par exemple. Lui, c'est un milliardaire, certes, mais il n'a pas fait sa fortune en arnaquant des gens ou en prenant des paris risqués. Il investit à long terme dans les plus grandes entreprises, parce qu'il pense que l'économie finit toujours par croître. Et effectivement, même après les plus grandes crises, les marchés boursiers s'en sont toujours remis. En 2007, Warren Buffett a parié $1 million contre un fonds d'investissement spéculatif, disant qu'il aurait un meilleur rendement sur 10 ans en investissant sur l'indice boursier des 500 plus grandes entreprises, que eux ne le feraient avec leur technique de trading. Il a gagné et il a donné ses gains à la charité. Les professionnels du secteur financier qui essayent de sélectionner les meilleures actions n'y arrivent pas. Personne ne le sait en France, c'est très important de savoir ça. 92% des gérants, des professionnels de la finance, qui sélectionnent telle ou telle action pour le compte d'autres gens, en disant « ces actions-là, elles vont bien marcher », il y a 92% d'entre eux qui n'y arrivent pas. Ils font moins bien qu'un indice boursier. Aujourd'hui, près de 60% des Américains possèdent des actions ou des obligations, directement ou indirectement, via des comptes d'épargne retraite qui existent depuis les années 80. Le problème, c'est que l'éducation financière reste très mauvaise aux États-Unis, et les populations les plus pauvres sont souvent laissées de côté. Ce système a aussi rendu les classes moyennes dépendantes des grandes banques, qui s'enrichissent encore sur le dos des retraites avec des frais énormes. L'idée est bonne, mais le système est loin d'être parfait. Et c'est encore pire en Europe, où les marchés boursiers semblent être réservés à une élite, c'est l'extrême inverse. Alors qu'en fait, on devrait tous s'y intéresser, que l'on veuille investir ou non. Ça fait partie de la vie, comme la politique. Mais rien n'est fait pour que l'on comprenne mieux l'économie, donc forcément, on s'en tient à l'écart. L'industrie financière a complexifié les choses de manière très, très importante, sans vraiment le faire exprès, pour pouvoir vendre des produits avec beaucoup de marge dedans. Et ça s'est cumulé à un tabou culturel très catholique, on parle pas d'argent. Tu prends le tabou culturel, tu prends l'industrie financière qui n'a pas vraiment intérêt à ce que les gens soient au courant. Et tu prends les médias traditionnels qui ont mis en avant la version hardcore de la finance, c'est-à-dire les traders, les salles des marchés, les cracks boursiers. Et ben les gens ont une perception complètement fausse de ce qu'est la finance. Et donc ils ne peuvent pas se positionner dans le système global, savoir à quelle est leur place, savoir ce qu'ils peuvent en tirer. Le monde de la finance reste aussi largement dominé par les hommes. On continue de penser que l'argent, c'est l'affaire des mecs blancs en costume, parce que ça a été comme ça depuis des siècles. Il a fallu attendre 1967 pour qu'une femme arrive dans la salle des échanges de la bourse de New York pour la première fois, entourée de ses 1500 collègues hommes, tous blancs. La première femme, Muriel Siebert, à avoir un siège à Wall Street, c'est dans les années 60. Et pendant 10 ans, c'est la seule femme. Parce que la finance a toujours été présentée comme du trading, de la spéculation, quelque chose de risqué. La communication qui a toujours été faite autour de la finance a toujours été une communication masculine, basée sur « je vais battre le voisin, je vais faire mieux, je vais battre le marché, je vais être le meilleur », que de l'ego, que de la merde. Ms. Siebert, do you feel a little lonely being the only distaff member of a basically male financial community? No, I used to feel a little lonely and I used to feel quite outnumbered. Pourtant, l'idée que les hommes gèrent mieux leur argent que les femmes, c'est un gros cliché. C'est complètement faux et les chiffres le prouvent. Quand elles investissent, les femmes le font mieux que les hommes. L'année dernière, c'est 2% de rendement supplémentaire par les femmes clientes de Trade Republic que les hommes. C'est énorme, 2%. C'est une réalité.
Les femmes investissent mieux que les hommes. C'est pas une opinion, c'est pas une idéologie. C'est juste un truc qu'on a mesuré et observé. C'est comme si on avait exclu 50% de la population de l'économie, et c'est peut-être pour ça qu'on a eu autant de problèmes. We wouldn't have the subprime mess if older people would have known something. Just to look at what you're signing and ask questions. Selon le World Economic Forum, ce sont 700 milliards de dollars qui pourraient être investis dans l'économie mondiale si on incluait plus les femmes dans la finance. Ça transformerait l'économie. Pour l'anecdote, Muriel Siebert a par la suite été commissaire aux comptes de l'État de New York, et son bilan est bien meilleur que dans d'autres États où des tas de banques ont fait faillite à la même période. How were you received there? Well, there was a certain amount of hostility. You know, when you change a tradition that's 175 years old, not everyone's going to love you. Donc oui, Wall Street et la finance, ça peut effectivement être du vice, des excès et des cracks impressionnants. Mais c'est aussi avant tout un pilier essentiel du système économique dont on pourrait difficilement se passer, mais qui pendant trop longtemps est resté réservé à une petite partie de la population. Et personnellement, je pense que le meilleur moyen de remédier à ça, c'est de s'informer, pour éventuellement faire entendre notre voix, et potentiellement reprendre le contrôle. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à vous abonner à mon compte Instagram si vous aimez les contenus aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai prévu de parler de quelques trucs que j'ai pas eu le temps d'évoquer dans cette vidéo. Merci encore à Mathias et à Trade Republic pour leur soutien, à très bientôt.